Got gun, Hulk left slot. Dixie left, T left. Mercedes, wide chip, Ricky. Beaver left, 75, Katie, Omaha. Quick, go Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead, goal line. Touchdown. 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 Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast Touchdown Actu numéro 373. Raoul Villeroy, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de NFL. C'est la semaine 8 cette semaine. Je suis accompagné aujourd'hui de Raphaël Masméjean. Salut Raph. Salut Raoul, salut à tous. Tout va bien ? Eh bah écoute, autant qu'on peut. Bonne réponse. Vous connaissez le format de l'émission du jeudi, le débat, la fiche de la semaine, les pronos et vos questions. On va parler des Dolphins dans le débat du jour. Sont-ils un prétendant sérieux ? Et pour la fiche, on va aller en AFC Nord avec une belle rivalité entre les Ravens et les Steelers. Toujours un match sympathique. Raphaël, est-ce que tu es prêt ? Au taquet. Très bien, alors c'est parti. Aïe aïe aïe, incroyable. Merci, j'ai même pas salué Alain qui est à la technique bien sûr, excuse-moi, Alain qui nous a envoyé cette musique incroyable. Les Miami Dolphins, bon, ça va être la grande nouvelle de cette semaine 8, on va suivre les débuts de Tua Tagovailoa. Pour la première fois titulaire dans sa carrière, il a joué dans le dernier match des Dolphins à la fin, mais il va être titulaire. Il reprend le poste de Ryan Fitzpatrick, on en a déjà parlé, alors que les Dolphins sont à 3 victoires, 3 défaites. Ils sont 2 victoires derrière les Bills dans la division, et aujourd'hui ils sont 9e en AFC derrière les Colts et les Raiders. Raphaël, la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui, c'est est-ce que c'est envisageable d'aller chercher la division, peut-être pas, mais en tout cas une place de play-off, sachant que, souvenez-vous, cette année, il y a 3 places de wildcard, à l'inverse des saisons précédentes où il n'y en avait que 2 de prime abord comme ça. Est-ce que c'est envisageable, Raphaël ? De prime abord, c'est effectivement pour le moment envisageable. Ils sont pas loin, ils sont à égalité avec les Raiders, ils ont qu'un match de retard sur les Colts, donc de prime abord, oui. Après, s'il y a qualification en playoff, à mon sens, ça sera la 7e place, quoi. Ça va passer serré. S'ils peuvent y aller, on va développer ça. Mais donc pourquoi pas, mais pas au-dessus de 7e à mon avis. Petite contextualisation historique, la dernière fois qu'un rookie a démarré un match avec Miami, c'était en 2012, c'était Ryan Tannehill, avec le succès mitigé qu'on lui a connu du côté de Miami avant d'exploser du côté de Tennessee. On en avait très rapidement parlé au moment de l'annonce du remplacement, mais pour revenir dessus, est-ce que c'est le bon moment pour lancer Tagovailoa selon toi ? Ça arrive plus tôt que prévu, je pense. Il me semble que je l'avais déjà évoqué un peu, oui. Mais initialement, les Dolphins devaient avoir leur bye week plus tard dans la saison, semaine 10 ou semaine 11. Avec les changements de calendrier, ils se retrouvent à l'avoir la semaine dernière. Donc du coup, je pense que ça a un peu poussé Brian Flores et tout le staff à se dire, bon, on avait sans doute prévu de le lancer après notre bye week. Là, elle arrive maintenant. Il est prêt, physiquement, il est forcément prêt s'il l'envoie sur le terrain. Je veux dire, on peut pas s'imaginer et penser que les Dolphins l'envoient au casse-pipe, enfin envoient leur choix du premier tour quarterback comme ça au casse-pipe. Donc s'ils le lancent, c'est qu'ils le sentent bien et que je trouve que ça montre que du côté des Dolphins, il y a cette volonté de vraiment le lancer dans le grand bain et d'essayer d'être compétitif en lui donnant une équipe qui n'est pas encore hors de course pour les playoffs. En plus, c'est pas s'ils avaient été assis à 0-6, tu te dirais ils le lancent sans avoir de chance d'aller en play-off, donc ça va être tranquille. Là, il le lance quand même avec un peu de pression parce que c'est pas mort, donc c'est aussi un choix intéressant à ce niveau-là. Et puis alors, on va regarder un petit peu en détail les forces et faiblesses de Miami, mais on peut commencer par les forces. Déjà, moi je trouve qu'il a une défense qui va en tout cas, la défense à Miami aujourd'hui va être l'élément qui peut
stabilisé. Vous allez me dire, il est quarterback, il joue pas en défense, mais indirectement ça aide. Il y a beaucoup de choses. Il y a des playmakers. Il y a Ogba avec 5 sacs. Il y a Xavier Howard avec 4 interceptions. C'est une bonne défense en moyenne. Et surtout, c'est une défense qui prend très peu de points par match. Ils sont seulement 3e dans la ligue derrière les Rams et les Ravens. Ils bloquent très bien en 3e down. Ça, c'est une stat que j'ai trouvée. C'est la meilleure équipe sur les 3e down, les 3e tentatives adverses. Il y a seulement un tiers des tentatives adverses qui passent. Et ils sont numéro 1 là-dedans. Donc, c'est une équipe qui, déjà, peut, en tout cas défensive, peut ne pas le forcer à jouer trop. Ouais, et effectivement, tu fais bien de souligner la défense parce que c'est d'ailleurs le secteur de jeu dans lequel Miami a le plus progressé par rapport à l'an dernier. C'est vraiment le secteur défensif. Comme tu l'as dit, donc tu as des playmakers, mais ça se voit aussi au niveau du pass rush qui a fait un vrai bond en avant, le pass rush des Dolphins. L'an dernier, ils étaient dans les 3 plus mauvaises équipes de la ligue, que ce soit en termes de sac ou en termes de capacité à mettre la pression sur le quarterback adverse. Cette année, on va dire à quasiment mi-saison, ils sont dans le top 10, donc c'est quand même un vrai saut qualitatif en avant hyper important à ce niveau-là. Donc peu de points encaissés. Alors le peu de points encaissés, je le nuancerai peut-être un tout petit peu par un calendrier qui n'a pas été forcément le plus compliqué jusque-là. Quand tu affrontes les Jets et les Jaguars par exemple, ça te permet de peut-être encaisser un peu moins de points que d'autres. Les Jaguars, ils mettent des points, et encore, ils en prennent beaucoup. Voilà. Effectivement, comme tu dis, les Jaguars, à la limite, c'est même contestable. Disons que les Jets, ça t'arrange parce que tu prends 0 points et c'est un peu plus facile. Mais je te rejoins, tu as une défense qui a vraiment progressé, qui du coup est, à mon sens, quand même le premier atout de cette équipe et ce qui explique sans doute pourquoi elle est à 3 victoires à l'heure actuelle. Et donc là-dessus, au moins, Tagovailoa va pouvoir va pouvoir être souvent longtemps dans les matchs s'il ne fait pas d'erreur. Il va, en tout cas, sa défense devrait lui permettre de rester dans les matchs et d'avoir l'opportunité d'aller chercher des matchs peut-être en fin de rencontre. Donc là-dessus, la défense va vraiment être importante. Et je rajouterai aussi l'équipe spéciale. J'allais le mentionner, bravo. Vas-y. Mais les équipes spéciales des Dolphins est vraiment parmi les meilleures de la ligue. Et pareil, alors c'est pas le plus grand facteur d'un match, mais enfin ça reste important d'avoir une équipe qui est capable de mettre ses coups de pied, qui est capable de retourner les punts, qui est capable de mettre l'attaque en bonne position parce qu'elle retourne les punts de bonne manière. Enfin, donc c'est toujours bon à prendre. Tu sais qu'aujourd'hui, alors c'est malin parce que j'ai noté, c'est le kicker des Dolphins, c'est parfait, j'ai oublié de mettre son nom, je vais le retrouver d'ici là. Mais je te donne la stat, 100% de extra point convertis, 100% de field goal convertis, il n'y a que 2 kickers dans la ligue aujourd'hui, le deuxième c'est Will Lutz chez les Saints. Et tu pourrais me dire, oui d'accord, ça dépend des field goals qu'il a eu à faire, il en a eu 15 à faire et il y en a 8 qui sont à plus de 40 yards. Donc c'est... en tout cas un signe de réussite et c'est toujours rassurant pour un quarterback de savoir que tu vas pas rater ton comeback de 4e quart-temps parce que le type a un pied pas sûr. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Parlons des choses qui vont peut-être un peu moins bien, c'est pas pour autant catastrophique, mais c'est vrai qu'en attaque alors, il y a des éléments positifs et négatifs comme partout, mais la ligne offensive n'a concédé que 10 sacs depuis le début de la saison. C'est pas exceptionnel, mais enfin, c'est pas trop mal non plus. Je pense que t'as pas trop peur de te lancer avec cette ligne-là. T'as un jeu au sol qui, à défaut d'être régulier, est assez polyvalent, puisque Gaskin et Matt Breida, en sortie de backfield, sont assez présents. T'as des receveurs et des tight ends qui sont dans la moyenne des chiffres NFL, donc en fait, moi je pense que Tagovailoa, son rôle, ça va surtout être de faire passer un cap à cette attaque-là pour qu'elle puisse pas forcément arriver au niveau de la défense, mais en tout cas être plus compétitive et offrir encore plus de chances aux Dolphins d'arriver en fin de saison. Oui, effectivement, il doit faire passer un cap, ce qui va pas forcément être évident pour un rookie. Comme tu le dis, il y a quand même une attaque qui est pas mauvaise, mais qui est pas non plus incroyable. Moi, sur le jeu au sol, je suis un peu moins convaincu. Les stats en termes de gains de yards sont pas mauvaises, mais si on affine sur les yards par portée, tout ça, c'est déjà un peu moins bon du côté de Gaskins. Peut-être 4,1 par yard. Bon, c'est pas, enfin par course. C'est bon. C'est moyen, en fait c'est assez moyen. Voilà, c'est assez moyen et effectivement, je te rejoins aussi du coup sur la ligne offensive qui est moyenne. Ça a été pire ces dernières années du côté des Dolphins. C'est peut-être un peu mieux que ça ne l'a été. Je trouve un côté droit de la ligne peut-être encore un peu léger avec Kindley et Hunt, mais bon après c'est des détails. Mais et Tagovailoa est peut-être plus mobile que Fitzpatrick. A priori, de ce que j'ai cru en entendre dire, il est plus mobile, effectivement. Parce que toi, comme moi, on n'a pas vu de match de NCAA Tagovailoa, on va pas mentir aux éditeurs. Non, on va pas leur faire croire qu'on sait ce que ça va donner, mais effectivement, il a l'air plus mobile. Il est aussi réputé pour avoir de ce que j'ai lu, une capacité de lecture assez rapide, donc ça pourrait lui permettre de se débarrasser du ballon assez vite quand la pression arrive, donc c'est toujours bon à prendre.
Donc voilà, il a une équipe, il y a un peu de talent, mais sans trop non plus. Donc c'est là où on va voir aussi ce que lui peut vraiment apporter. Il va être clairement jugé là-dessus. Est-ce qu'il est capable de faire passer à cette attaque un cap à voir. Et j'ai retrouvé, c'est Jason Sanders, le kicker des Dolphins. Je m'excuse auprès de lui. Voilà, donc en fait aujourd'hui j'ai un peu l'impression que c'est ça qu'on attend de lui, et c'est peut-être pour ça que c'est pas mal de le lancer maintenant, parce que voilà, il y a peut-être quelque chose à jouer avec cette attaque qui est ronronnante pour l'instant, et que lui peut peut-être la faire progresser. Et c'est vrai que la suite du calendrier, c'est ça que je voulais me mettre et que j'ai oublié de faire, mais je vais reprendre tout de suite. La suite du calendrier des Dolphins, il y a quelque chose à jouer. Je te la donne si tu veux. Ah bah génial, bravo. Donc là il commence par les Rams. Ils enchaînent avec les Cardinals, Chargers, Broncos, Jets, Bengals. Donc là, tu as quand même une série de 3-4 matchs. Au milieu, faut les prendre. 3-4 matchs sur lesquels, à mon avis, il va bien pouvoir se tester quand même. Chargers, Broncos, Jets, Bengals. Chargers, attention toi. Ouais, bon. Et puis après, la fin de calendrier est compliquée parce que les 4 derniers matchs, c'est les Chiefs, les Pats, les Raiders et les Bills. Ouais, mais du coup c'est pas mal pour lui, je pense que ça aille dans ce sens-là, que t'aies d'abord des matchs où tu peux te régler, et derrière tu vois des Chiefs et des... Non, pas des Chiefs, pardon, des Bills et des Pats en fin de saison, les Pats qui auront peut-être plus grand-chose à jouer si jamais les places sont déjà prises ou quoi, ou alors au contraire ça peut être un match pour aller chercher une wildcard. Peut-être qu'à ce moment-là lui sera au taquet et que ça peut faire un truc sympa. Dans cette optique-là, suivant où ils en sont, le match en semaine 16 face aux Raiders et pourrait être vraiment le match décisif pour le 7ème spot, suivant où en sont les deux équipes à ce moment-là de l'année. Donc à voir. Donc à voir, et intéressant à suivre, je pense, cette équipe des Dolphins. Voilà, c'est Miami, c'est toujours un peu glamour, et puis je trouve qu'il y a vraiment, tu l'as dit, déjà un renouveau défensif par rapport aux saisons précédentes, et là peut-être un truc qui va se passer en attaque, donc à suivre. En tout cas, moi j'ai presque tendance à y croire, tu vois. Aujourd'hui tu me dis ça, je veux bien monter dans la hype de Tagovailoa, peut-être que ça va retomber dès la semaine prochaine, mais tu me demandes là début de semaine 8, je veux bien y croire. Voilà pour ce petit débat sur les Dolphins. On passe tout de suite à l'affiche de la semaine. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Du bon son, merci Kickban, j'adore, c'est vraiment mon style de musique, donc un grand bravo à Kickban que vous connaissez, qui nous a déjà fait le générique de fin d'émission que vous entendez depuis quelques années et qui maintenant nous fait en plus les jingles, merci à eux. L'affiche de la semaine, Raphaël, c'est un duel d'AFC Nord, pas de NFC Nord, d'AFC Nord à l'ancienne comme on les aime, entre les Ravens et les Steelers, et là ça sent le froid, ça sent les guerres de tranchées, ça sent les coups de casque dans la tête. Ah non, ça c'était une autre rivalité AFC Nord. Les Ravens qui sont à 5 victoires et 1 défaite, les Steelers à 6 victoires et 0 défaite, c'est la dernière équipe invaincue de la NFL. On va tout de suite mettre les choses au clair si ça te va. C'est 2 des meilleures défenses de la ligue. Oui. Voilà. Déjà, oui. On va pas être obligé de trop s'attarder sur il y a lui qui est trop fort, il y a lui qui est trop, tout le monde est trop fort, c'est pas la question. Peut-être juste un truc, il y a l'arrivée de Yannick Ngakoue quand même à Baltimore. Qu'est-ce que ça leur apporte ? Ça leur apporte plus de polyvalence, on va dire, sur la ligne défensive, et avec un joueur vraiment spécialisé sur le pass rush, donc la capacité à le faire jouer vraiment sur les jeux, les snaps où ils vont vouloir faire des blitz, aller sur le quarterback adverse. Je trouve que ça vient quand même renforcer ce qui était, si on veut être un tatillon, ce qui était le point faible de cette défense des Ravens, qui est plutôt sa ligne défensive, parce que le backfield défensif, tu disais, c'est 2 excellentes défenses, mais qui sont pas forcément organisées de la même manière. Du côté de Baltimore, on a un backfield défensif très fort et une ligne défensive bonne, mais peut-être un peu en dessous de son backfield. Et à l'inverse, côté Steelers, à mon sens, on a un très très fort front seven, et avec des cornerbacks safety un poil moins forts. Donc finalement, elles sont toutes les deux très bonnes, et voilà. Et donc je pense que Ngakoue peut apporter ce petit plus qui manquait à Baltimore en défense, en tout cas. Il avait déjà 5 sacs du côté du Minnesota depuis le début de la saison qui vient d'arriver là cette semaine. Enfin, il est arrivé entre le match dernier puisque les Ravens sortent d'une bye week. C'est ça. Vous parliez mardi avec Alain des Steelers et tu disais que Big Ben n'est plus un des meilleurs quarterbacks de la NFL. Je te rejoins là-dessus. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il a un des meilleurs groupes de receveurs ?
Il a un groupe intéressant, en tout cas, clairement, entre donc le rookie Chase Claypool qui est en train d'émerger, un Deontay Johnson toujours utile, et un Juju Smith-Schuster hyper précieux parce que qui draine, on va dire, l'attention des cornerbacks adverses et qui, à mon sens, participe grandement à libérer de l'espace pour Claypool. Donc il a une excellente escouade de receveurs qui en plus est bien utilisé en termes de game plan parce qu'on force Big Ben, on le force, mais enfin, c'est un choix, à lancer très très vite sur des tracés qui permettent à ses receveurs de vite faire la différence, tracé intermédiaire, tracé court. Donc pour le moment, ça marche plutôt bien de ce côté-là. C'est encore perfectible à mon sens, mais c'est intéressant. Ouais. Et alors, pour le coup, je suis un peu moins convaincu par le jeu au sol. Est-ce que James Conner est vraiment un top running back? Alors, il fait ses stats, mais j'ai l'impression qu'il pèse moins que... alors évidemment, on parle à l'époque d'un Le'Veon Bell, ça n'a plus rien à voir, mais j'ai l'impression que lui, il est là et qu'il fait le boulot, mais que c'est pas forcément lui qui porte l'attaque. Non, effectivement, comme tu dis, je le trouve malgré tout précieux parce qu'il avance quand même la balle. Après, oui, c'est pas un coureur sur lequel tu poses totalement ton jeu et il a pas cette capacité à être aussi utile à la réception qu'un Alvin Kamara par exemple du côté des Saints. Donc on est plus sur un running back un peu à l'ancienne, j'ai envie de dire. Après, moi je trouve qu'il fait un taf correct derrière une ligne offensive qui lui ouvre des brèches. Donc très bonne ligne offensive d'ailleurs. C'est ça, au niveau du jeu de course, je trouve que la ligne fait très bien le taf. Donc c'est pas flamboyant, mais je trouve que ça avance suffisamment pour pas mettre trop en difficulté Pittsburgh non plus, quoi. Non mais ouais, on est d'accord, c'est évidemment quand on parle des équipes très fortes, quand tu dis qu'il y a un truc qui est moins bien, c'est relatif par rapport au reste, ça reste bien quand même. Donc là c'est intéressant parce que d'un côté on a cette équipe des Steelers qui est plutôt portée sur le jeu aérien, qui va affronter un très bon groupe de defensive back. À l'inverse, du côté des Ravens, alors c'est peut-être un peu moins marqué du côté des Ravens parce que aujourd'hui, tu vois, j'ai du mal à savoir quelle est la vraie force offensive de Baltimore. Est-ce que c'est toujours Lamar Jackson? Est-ce que c'est Mark Ingram au sol? Est-ce que c'est Marquise Brown? Qui est le gros playmaker pour toi de cette attaque des Ravens? Ça reste Lamar Jackson pour moi et globalement ça reste le jeu au sol. Certes, il est moins stratosphérique, j'ai envie de dire presque que l'année dernière. Avec de mémoire 40 à 50 yards de moins par match que l'an dernier, mais ça reste un des meilleurs jeux au sol de la ligue, qui doit encore se roder et se faire au fait que la ligne offensive est un peu moins forte pour lui ouvrir des brèches. Mais ça, pour moi, ça reste vraiment la force de cette attaque de Baltimore. Parce que, et c'est peut-être un des soucis quand même du côté des Ravens, c'est qu'on n'a pas encore un receveur numéro 1 qui émerge. Marquise Brown est de fait le receveur numéro 1 de cette équipe. Oui. Mais on n'est pas encore au niveau des tout meilleurs à ce niveau-là. Il n'est pas encore assez capable de faire de la séparation avec les cornerbacks adverses. Il n'est pas encore capable de gagner assez de réceptions au duel en 1 contre 1. Donc forcément, ça limite un peu le jeu des Ravens. Et puis on a un Lamar Jackson qui est aussi moins précis que l'an dernier, qui est moins tranchant. Donc ce jeu aérien des Ravens, pour moi, c'est un peu la clé. Mais au final, c'est presque la clé depuis l'an dernier. C'est la clé de leur prétention pour aller très loin cette saison. C'est la capacité du jeu aérien à élever son niveau. Voilà, là ils vont avoir fort à faire parce qu'il va falloir l'élever face aux Steelers. Donc voilà, c'est ça, et c'est ce qu'on disait. À l'inverse de ce qu'on avait dit pour les Steelers, là les Ravens, leur force, qui est le jeu au sol, va affronter un gros front seven, donc ça va être force contre force à chaque fois, c'est intéressant. Est-ce que Dez Bryant peut peser, puisque je te rappelle que le receveur a signé chez les Ravens? Est-ce qu'on va revoir cette célébration Johnny Hallyday, mourir d'amour enchaîné? Vous voyez, les bras croisés dans la end zone. Je suis persuadé que c'était sa référence à Dez Bryant. Oui, bien sûr, c'était un hommage à Johnny. Aucun doute là-dessus. Je le sais. Aucun doute. Mais voilà, il peut peut-être apporter. Et de redevenir un receveur numéro 1, il est peut-être un peu vieux. Mais écoute, c'est vrai que c'est un vrai pari. L'an dernier, il avait déjà signé chez les Ravens. Il n'avait pas eu le temps de jouer à cause de sa blessure. Et finalement, il revient après 1 an de blessure. Sur le profil, c'est effectivement le type de receveur qui manque à Baltimore pour accompagner Marquise Brown. Ça, le profil est le bon.
Maintenant, quelle est sa capacité à l'heure actuelle? Ça reste une énigme. J'ai envie de croire qu'avec le progrès du niveau des joueurs pour s'entretenir physiquement, individuellement, pour garder la forme, quand on voit comment certains quarterbacks y arrivent, quand on voit comment un Larry Fitzgerald à 160 ans arrive encore à faire quelques réceptions, même s'il est bien moins fort qu'avant. Mais voilà, je me dis, après tout, pourquoi pas pour Dez Bryant? Pourquoi pas? Je suis pas sûr qu'il arrive à faire la différence dès le premier match. Mais sur le long terme, pourquoi pas. Et j'essayais de retrouver cet ancien receveur des Ravens et j'ai retrouvé. Est-ce que il pourrait être un genre de Torrey Smith un peu? Il est moins. Je pense qu'il a moins de vitesse que Torrey Smith à l'époque, qui jouait beaucoup sur la profondeur côté Ravens. Je le vois un peu moins rapide. Par contre, receveur physique au duel, pour moi, il a vraiment ce truc-là. Donc, à voir. Je trouve presque qu'il ressemblerait. Ouais. C'était l'exemple qui me revenait parce que c'était les grands receveurs à l'époque de Flacco, du Super Bowl et tout. Donc, non, mais je pense que c'est pas vraiment le même style pour moi. Mais, bon, après, Dez Bryant va peut-être changer dans son jeu aussi, mais. Bon, je pense pas qu'il accélère beaucoup. Non, j'y crois un peu moins pour le coup. On est d'accord. Raphaël, il faut choisir les Ravens ou les Steelers. C'est l'heure du prono. Moi, je vais te, si tu veux, je peux t'aider. Moi, j'ai pris les Steelers. Ouais. Écoute, je vais prendre les Steelers sur ce qu'on voit depuis le début de saison. Ouais, peut-être parce qu'il y a des forces plus fortes que chez les Ravens. C'est ça. Peut-être, la force des Steelers, c'est plus forte au top que la force des Ravens. Actuellement, ils ont l'air un peu meilleurs. Ouais, Pittsburgh, allez. Allez, Pittsburgh pour nous deux. Et on passe tout de suite à tous les pronostics. Top flight on 3, 1, 2, 3, top flight! Les pronostics de la semaine 8, mais d'abord les résultats de la semaine 7. Nouvelle désillusion pour votre hôte du podcast préféré. Je laisse tomber les Bengals, c'est fini, ça y est, je ne ferai plus l'erreur. J'ai compris 2 fois d'affilée. Je fais donc un petit 9. Raphaël, tu es à 10. Camille et Alain sont à 11. Et Greg est à... alors j'ai mis 2, mais ça doit être 12. Ouais, je pense que c'est plus 12, ouais, 12 encore sauvés par les Falcons. Grégory, le nombre de points qu'ils nous volent sur Atlanta, c'est terrible. Soit un total de 75 points pour Alain, 73 points pour Greg. Raphaël, tu es à 70, Camille à 69 et je suis à 66. Ça commence à devenir très inquiétant. Je ne sais pas encore si je décide de faire YOLO toutes les semaines ou si j'essaie de prendre point par point. Je me dis semaine 8 c'est jouable, mais j'ai peur. La France a peur. On attaque tous les pronos de cette semaine 8. On reste à l'heure décalée par rapport aux Américains ce jeudi. Donc dans la nuit de jeudi à vendredi à 1h20 du matin, c'est les Falcons à une victoire, 6 défaites chez les Panthers à 3 victoires et 4 défaites. Est-ce qu'on aura Christian McCaffrey? On ne sait pas encore vraiment, j'ai l'impression. A priori de moins en moins. Ça commence à sentir... ça commence à sentir un peu juste. Maintenant, est-ce qu'on en a vraiment besoin? J'ai l'impression que finalement on s'en sort presque sans. Écoute, ils ont fait, en tout cas, l'attaque des Panthers a fait quelques matchs convaincants sans lui. La dernière sortie, il était peut-être un peu moins, notamment pour Mike Davis, le running back remplaçant. Maintenant, il y a un jeu offensif installé par Matt Rhule qui avance bien avec Teddy Bridgewater en petits gains, en passes intermédiaires. Et de temps en temps, des passes pour Robbie Anderson dans la profondeur. Donc, en tout cas, ce qu'on voit, ils ont de quoi faire quelque chose quand on voit la défense des Falcons. Oui. Face à eux, voilà, vu ce qu'elle l'autorise, on peut se dire que Carolina a de quoi les embêter quand même. De quelle manière peuvent se ridiculiser les Falcons cette semaine, Raphaël? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas encore fait? Ah bah là, ça devient compliqué à voir ce qu'ils n'auraient pas encore fait. Je sais pas, peut-être un safety concédé par Matt Ryan à la dernière seconde sur un drive, j'en sais rien. Ou un safety en prolongation, puisque ça existe, on peut gagner du premier coup en prolongation si on met un touchdown ou si on met un safety. Ouais, bon. Donc ça a rarement été fait, donc ça pourrait être pas mal pour saisir les Falcons pour cocher toutes les petites cases. Et alors, petite info qui n'a pas grand chose, enfin qui a si quelque chose à voir mais qui ne touche pas grand monde, mais Eli Apple, j'ai lu ce matin, a été écarté des Panthers et je repensais à lui parce que toi et moi on avait été voir un match à Londres des Giants où il avait fait un match incroyable et je me dis bah voilà, ça va vite quand même en NFL. En 2016 t'étais au top et maintenant écarté de chez les Panthers. C'est ça. Dans la série des matchs de dimanche à 19h, donc Steelers 6 victoires 0 défaites, Ravens 5 victoires 1 défaite, on en a parlé, on choisit tous les deux les Steelers.
C'est ça. Rams, 5 victoires, 2 défaites. Dolphins, 3 victoires, 3 défaites. On a parlé des Dolphins, donc parlons un peu des Rams. Moi j'ai l'impression, mais c'est toujours un peu ça avec les Rams depuis quelques semaines, années, que l'attaque fait ce qu'il faut, plutôt cette année, par rapport à la défense pour ajuster en fonction. Ils forcent pas trop, il n'y a pas besoin de trop le faire. Quelle peut être leur limite ? Est-ce que les Dolphins peuvent poser un trop gros problème offensif pour que l'attaque n'arrive pas à suivre côté Rams ? Moi, je suis pas bien certain. Pour le coup, ce match me semble compliqué pour Miami. Moi, au contraire, je trouve quand même la défense des Rams plutôt séduisante en ce début de saison. À nuancer peut-être avec le fait d'avoir rencontré les 4 équipes de la NFC Est, qui donnent potentiellement un visage un peu plus facile à ta défense. Mais non, oui, la défense, tu parlais de l'attaque, il me semblait. Pardon, je t'ai confondu. Non, mais du coup, tu m'as perdu, mais c'est pas grave. Donc je disais, non, moi la défense des Rams me plaît bien pour le coup. Je pense qu'elle va vraiment profiter d'affronter un quarterback rookie pour lui mettre la pression et le mettre en difficulté sur son premier match. Donc voilà, je donne l'avantage aux Rams sur ce match, et parce que je pense aussi que malgré tout, même si à mon sens leur attaque est pas encore en pleine mesure de son potentiel et n'est pas au niveau de l'année où ils vont au Super Bowl il y a 2-3 ans, elle reste quand même assez remplie de talent pour faire la différence sur ce match. Oui, non, mais je vais prendre les Rams aussi. À savoir que sur les 13 rencontres entre ces deux franchises, les Dolphins en ont gagné 11. Donc voilà, c'est rigolo d'imaginer ça. Jets, 0 victoire, 7 défaites. On disait que les Steelers étaient la seule équipe invaincue. Les Jets sont la seule équipe sans victoire aujourd'hui en NFL. Donc les Jets à 0-7 chez les Chiefs à 6 victoires, 1 défaite. On ne va pas y passer une éternité. Est-ce que c'est le dernier match d'Adam Gaze, édition 2648 000 ? Écoute, je crois pas parce qu'il ne peut pas perdre de manière assez honteuse face aux Chiefs de toute manière, par rapport à toutes ces autres défaites. Enfin, ça... Même un 60-0, t'es pas viré ? Franchement, j'y crois pas. Je pense qu'il partira vraiment pas là. Donc, ils vont perdre et voilà, passons. Allez, les Chiefs. Vikings, 1 victoire, 5 défaites chez les Packers, 5 victoires, 1 défaite. Grosse rivalité de NFC Nord. Alors, il y a eu du mieux à Minnesota avant qu'Atlanta vienne leur claquer 40 points. À voir si la bye week leur a fait du bien entre-temps. Le problème de Minnesota, c'est qu'il y a quand même 12 pertes de balles depuis le début de la saison en 6 matchs. Ouais. Et là, en plus, on a bradé en défense. Enfin, ça me paraît compliqué. Ouais, ça paraît compliqué face à une équipe de Green Bay qui s'est bien reprise la semaine dernière de sa défaite d'il y a 2 semaines. Donc, ouais. Les Green Bay a au moins pour qualité depuis l'an dernier d'être costauds contre les équipes moins bonnes qu'eux, avoir peut-être plus de mal contre les très forts, mais en tout cas ils sont costauds, ils perdent pas de ballon face aux plus faibles, ils font des matchs solides, donc je les vois l'emporter grâce à leurs armes comme Davante Adams, Aaron Jones, et vraiment mettre en difficulté un Kirk Cousins qui est en difficulté. Donc ouais. J'allais dire, il y a du matos en attaque côté Minnesota, mais le problème c'est que la défense des Packers est vraiment forte cette année et que ça suffira pas, je pense, pour suivre le rythme d'un Aaron Rodgers sur ce match. D'autant plus que maintenant ta défense est vraiment excitante. Ouais, à l'heure actuelle, je vois pas très bien quel cornerback chez les Vikings peut stopper Davante Adams, donc ça m'incite clairement à aller vers Green Bay. Green Bay, ça paraît assez évident. Les Colts à 4 victoires et 2 défaites chez les Lions à 3 victoires et 3 défaites. On ne me reprendra plus à dire du mal de Phil. Moi, si, d'accord, mais de la défense des Colts, on ne me reprendra plus à dire du mal de la défense des Colts. Donc si Stafford a 1 minute pour marquer un touchdown en fin de match, je pense que la défense des Colts peut l'arrêter. Donc je vais y aller avec Indianapolis. En tout cas, la défense des Colts, c'est sûr, vu ce qu'elle montre cette saison, c'est quand même plus intéressant que la défense des Falcons. Donc ils ont plus de capacité à stopper Stafford. Après, ça peut être un match quand même serré, parce que l'attaque d'Indianapolis a un peu de mal à trouver la carburation au niveau de son jeu aérien, avec un T.Y. Hilton un peu décevant, la connexion avec Philip Rivers se fait pas. Il pourrait être un peu embêté par ces Lions. Je vais quand même y aller avec Indianapolis, mais bon. Oui, je suis d'accord. C'est pas aussi évident que ce Vikings Packers dont on parlait avant, mais voilà, de fait, je pense qu'il y a. En fait, moi, ce qui me rassure dans ce match côté Indianapolis, c'est vraiment la défense qui semble être au top et qui, même avec une équipe des Lions capable de coups d'éclat, devrait suffire à ce que Rivers et compagnie mettent suffisamment de points. C'est pas garanti, mais on va sur les Colts.
Raiders, 3 victoires, 3 défaites chez les Browns à 5 victoires et 2 défaites. Ça, c'est un match qui est difficile à pronostiquer aussi. C'est un bon test pour les deux équipes, puisque d'un côté, Las Vegas bat les Saints et les Chiefs, mais perd contre les Patriots et les Bills. Et les victoires des Browns, à l'inverse, c'est 2 fois les Bengals, les Cowboys, les Colts et Washington. J'ai l'impression que les deux peuvent se servir de ça comme un vrai match référence et que ça peut lancer la suite et fin de saison. En tout cas, oui, match référence et même match très important à mon sens dans la course au play-off parce qu'on a deux équipes qui postulent pour des places à l'heure actuelle de 7e, 6e. Clairement, celle qui bat l'autre a un potentiel tie-break face à elle en fin de saison. Donc, c'est un match qui peut vraiment avoir son importance à la toute fin. Comme tu dis, on a deux équipes, on ne sait pas trop quoi on pensait. On a cru que les Browns allaient commencer à toucher le fond la semaine dernière après le début de match de Baker Mayfield et puis il se reprend bien et finalement ils arrivent à l'emporter et tout le monde est un peu rassuré. Mais ils ont quand même une défense qui reste très fragile au niveau de son backfield défensif. En dehors de Myles Garrett, c'est quand même compliqué du côté de Cleveland. Et je crois qu'il s'entraîne moyennement cette semaine. Alors en plus, il jouera sans doute, mais ça en tout va, cas, il était et côté Raiders, on est une équipe qui vient de perdre contre Tampa Bay, mais en même temps, à l'heure actuelle, beaucoup d'équipes perdraient contre Tampa Bay. Une équipe de Raiders qui est jamais ridicule depuis le début de saison, un Derek Carr qui a un peu plus de cible. Après, il y a des problèmes sur la ligne offensive des Raiders. C'est une première depuis quelques années, parce que c'était vraiment une de leurs forces. Ouais. Après, il y a eu des absences la semaine dernière à cause du Covid, tout ça, donc il faut voir cette semaine ce qu'il en sera. Moi, je vais partir avec les Raiders. Je crois que leur jeu au sol peut faire la différence. Donc je vais aller avec Oakland sur le coup. Je suis assez d'accord. Enfin, Las Vegas, pardon. Oui, bravo. C'est des équipes qui ont un profil avec des similarités. Tu vois, d'un côté, il y a du pass rush qui est assez présent. Il y a du jeu au sol qui peut poser. Il y a des quarterbacks qui sont en tout cas réguliers sur le long terme. Donc j'ai envie de croire aussi que les Raiders sont peut-être un peu avantagés sur ce match-up-là, notamment par le jeu au sol. Donc Raiders pour moi aussi. Titans, 5 victoires, 1 défaite chez les Bengals à 1 victoire, 5 défaites et 1 nul. C'est fini, Joe, c'est fini. Je ne crois plus, je m'arrête. Je ne veux plus perdre de points à cause des Bengals. En tout cas sur ce match-là, on verra pour la suite. Mais je peux comprendre qu'ils soient frustrés les fans des Bengals parce que c'est dommage, il y a plein de bonnes choses, il y a plein de ça passe pas loin et c'est juste que peut-être que Burrow est un peu trop sous pression et sans ça il pourrait vraiment faire des trucs sympas. À l'inverse, pardon, excuse-moi, tu peux répondre. Non, mais oui, effectivement, problème de ligne offensive et puis surtout problème défensif et vu ce qu'ils ont montré depuis le début de la saison, on voit pas très bien comment la défense de Cincinnati pourrait arrêter l'attaque des Titans qui est capable de vrais gros matchs offensifs avec Tannehill, avec Henry, avec A.J. Brown. Enfin là, ça paraît... On a perdu Carlos Dunlap côté des Bengals. Oui, en plus. Bon, alors il était tellement peu utilisé ces derniers matchs que je suis pas sûr qu'on voyait la différence sur le terrain. Mais clairement, à mon sens, à l'heure actuelle, Cincinnati a vraiment pas les armes pour battre ces Titans-là. Non, les Titans qui n'ont perdu que 3 ballons en 6 matchs. C'est quand même une sacrée belle performance. Donc Tennessee, pour nous deux, ça ne fait pas de doute, en tout cas sur le papier. Patriots, 2 victoires, 4 défaites chez les Bills, 5 victoires et 2 défaites. Et alors Raphaël, Sean McDermott n'a jamais battu les Patriots. Et on a 7 victoires d'affilée pour New England. Est-ce que c'est enfin la bonne ? Ça y ressemble pour les Bills. Ça y ressemble forcément parce qu'on a une équipe des Bills qui est plus convaincante que celle des Patriots à l'heure actuelle. On a vraiment New England qui sort de sa pire prestation de la saison la semaine dernière face aux 49ers où rien n'a fonctionné, notamment en attaque. Donc tu as envie de dire que là, si les Bills profitent pas de cette occasion-là pour battre New England, ils l'auront jamais. Oui, ça sera compliqué quand même. Donc ça va être intéressant parce que mine de rien quand même la force de Buffalo depuis le début de la saison c'est son jeu aérien et ça va affronter la force des Patriots qui est sa défense aérienne, Gilmore, Jackson, tout ça. Donc on va être force contre force. J'ai envie de dire Gilmore, on sait pas. Pourquoi ? Est-ce qu'il sera encore là. Oui, moi j'y crois pas. Je pense alors je dis pas que j'y crois, ça va simplement les bruits qu'on je te dit qu'on va trader Gilmore. Ça ferait une bonne monnaie d'échange, mais je pense qu'il ferait mieux de le garder. On verra, mais je pense qu'il sera encore là. Donc pour moi, le facteur de ce match, c'est un peu l'attaque des Patriots. Est-ce qu'elle est aussi mauvaise que contre les 49ers ? Et là, New England n'a aucune chance. Ou est-ce qu'on retrouve l'attaque qui avait posé des soucis aux Seahawks en 2e, 3e ou 3e semaine ?
Et là, du coup, t'as un peu plus... Poser des soucis aux Seahawks. Oui, non, mais je te l'accorde. Mais au-delà de poser des soucis aux Seahawks, on avait quand même un jeu aérien qui avait l'air un peu plus tranchant, des passes plus précises, tout ça. Donc, bien sûr. Voilà, je pense que la différence va se faire sur l'attaque de New England. Bon. Moi, je vais prendre les Bills. Hein. Je suis obligé de te l'avouer. Ouais. Il y a peut-être l'impact, il y a peut-être toujours ce fameux facteur un peu historique, tu sais, de dire les Patriots ont été les caïds de la division pendant quelques années, donc t'as peut-être un petit complexe d'infériorité, mais à l'inverse, là, comme il y a vraiment une occasion, peut-être que les Bills ils vont s'engouffrer dedans, quoi. Ouais, non, mais je vais aller sur les Bills parce que je veux pas perdre de points sur tout le monde, mais bon, je sais pas. Mais je vais aller sur les Bills, je pense que je vais pas tenter la différence là-dessus. Ok, très bien. Dimanche à 22h05, les Chargers à 2 victoires et 4 défaites chez les Broncos à 2 victoires et 4 défaites aussi. C'est la confirmation pour Justin Herbert. Il faut que ça... il faut confirmer, et je trouve que la défense aussi des Chargers va devoir rehausser un peu son niveau ou redevenir un peu plus régulière parce que oui, c'est bien de mettre 40 points, mais il va falloir resserrer un peu les boulons en défense côté, j'allais dire San Diego. Ouais, t'as totalement raison. Je trouve que vraiment le visage montré par la défense des Chargers depuis le début de la saison est pas bon. Enfin, c'est pas une défense qui est au niveau de ce qu'on pouvait attendre par rapport aux joueurs qui assurent sa ligne défensive ou dans son backfield. Donc Herbert a besoin de ça pour pas avoir à chaque match dans sa saison rookie à devoir sortir 30 points pour essayer de l'emporter, et ça c'est problématique. Donc l'avantage c'est que normalement ils doivent pouvoir faire un meilleur visage face à Drew Lock qui s'est montré quand même bien en difficulté la semaine dernière, face à un Melvin Gordon qui aura peut-être un esprit de revanche mais qui perd tout le temps les ballons. Ouais, on lui mettra une petite tape derrière le casque quand on lui fera un plaquage pour perte. Après, attention, pour Herbert, le match va pas être facile. Cette défense de Denver, elle est pas simple à manœuvrer. Elle l'a encore montré la semaine dernière. C'est pas simple. Et puis, c'est comme d'hab, hein, c'est une rivalité de division. Historiquement, plus récemment en tout cas, les Broncos ont eu le meilleur sur les Chargers. Donc bon, voilà quoi, hein, attention à ça. Je suis d'accord avec toi, mais bon. Sur le papier, on peut quand même, vu les dynamiques des deux équipes, j'ai quand même l'impression que les Chargers sont favoris, et de toute façon, je prends les Chargers. Et ben moi, je vais aller sur Denver. Ah, très bien, excellent. Je vais le regretter, je vais tellement le regretter. Dimanche c'est à 22... le match que les Chargers perdent. Hein, c'est... Oui. Ah mais bon, on va voir si justement Herbert fait passer un palier psychologique à cette équipe ou. Voilà, c'est ça. Est-ce que c'était lui le sauveur? J'y crois. Dimanche à 22h25, les 49ers à 4 victoires et 3 défaites chez les Seahawks à 5 victoires et 1 défaite. Et je peux toujours pas décemment voter contre Seattle, mais là, il y a quand même un truc qui est en train de se passer avec les 49ers, qui ont l'air d'avoir retrouvé un peu d'allant offensif, qui ont l'air de retrouver une défense avec les blessures sont pas éternelles heureusement, donc voilà. Est-ce que Wilson peut tenir un rythme si les 49ers l'embêtent en défense? Pas évident. Pas évident. Après, je pense que Seattle a quand même les armes en attaque pour vraiment poser du souci à cette défense. Et surtout, ce qui m'embête un peu, c'est quand même l'attaque des 49ers à de nouveau des blessures. On a un Deebo Samuel qui s'est blessé et qui ne jouera pas. Quand on sait l'importance qu'il avait dans ce système par sa capacité à gagner des yards après réception, à être toujours en mouvement pré-snap pour mettre en... pour faire perdre un peu j'allais dire confuser, mais qui n'est pas du tout le bon terme, mais pour perturber, voilà, merci, pardon, pour perturber la défense adverse. Cette absence m'ennuie vraiment, vraiment beaucoup du côté des 49ers. On a une équipe de Seahawks qui vient de tenter le pari Carlos Dunlap. Alors je suis pas sûr qu'il pourra jouer ce match parce qu'avec les trucs Covid, je me demande si à cause des trucs Covid, quand tu arrives dans une nouvelle équipe, tu dois pas passer quelques jours sans... Peut-être. 6 jours, ils sont testés régulièrement. Alain me fait un signe 6 jours, donc du coup je pense que ça va être trop court pour Dunlap. Mais par contre, ils vont avoir Damon Harrison qu'ils ont signé il y a 2 semaines qui va pouvoir jouer. Moi je vais aller sur Seattle, hein. Vraiment je pense que là les absences côté attaque des 49ers vont faire que Garoppolo n'arrivera pas à suivre le rythme de Russell Wilson en fait. Pareil, de toute façon cette année je vais très rarement parier contre Seattle, mais voilà, là il y a peut-être une petite alerte, attention, mais je prends les Seahawks quand même. Saints 4 victoires et 2 défaites chez les Bears à 5 victoires et 2 défaites. Très bien, la vérité commence petit à petit à apparaître sur cette équipe de Chicago. Sérieusement, l'affrontement Camara défense des Bears, ça peut être rigolo. Ah bah c'est clairement le match-up. Tu peux être à peu près sûr que la défense de Chicago va se concentrer là-dessus.
Parce que bloquer Camara, mais alors faut le bloquer au sol et dans les airs, ça, Et oui. voilà. Mais et réussir à le bloquer, ça serait pas mal. Après, reste le souci de l'attaque de Chicago, c'est que quand bien même la défense des Bears réussit à bloquer Breeze et Camara, il faut que derrière Nick Foles arrive à faire avancer son attaque. Et on l'a vu, il a déclaré encore cette semaine qu'il comprenait pas, enfin que les jeux de son coach appelés étaient pas les bons. Lui il laissait pas de temps. Donc, sauf énorme remise en question de Matt Nagy, bon, je vois pas très bien encore cette attaque avancer. Donc moi je vais aller sur New Orleans. Ouais, moi aussi. Et on sait si Thomas et Sanders seront là ou pas. J'ai l'impression Je qu'on sais sait pas, jamais Thomas, trop. on sait pas trop. Ouais, c'est un peu compliqué du côté de Michael Thomas. Hein. Ouais, bon, le fait est que les Saints s'en sortent à peu près sans, donc sur ce match-là, ça devrait pouvoir continuer pour eux. Saints pour nous deux. Dimanche à lundi à 2h20 du matin, Cowboys à 2 victoires et 5 défaites chez les Eagles à 2 victoires, 4 défaites et 1 nul. Comme toujours, vous connaissez les consignes de sécurité. Alerte NFC Est, laissez au portail tout sens commun. Vous entrez dans la 4e, 5e, 8e dimension. Est-ce qu'on va voir Ben DiNucci J'ai l'impression qu'on s'y dirige. A priori, on s'y dirige très fortement, ouais. En tout cas, c'est lui qui a pris tous les snaps avec l'équipe première à l'entraînement. Bon. Pardon pour ceux qui ne savent pas, parce que c'est possible. Oui, c'est Ben vrai. DiNucci, c'est donc le quarterback des Cowboys, puisque Andy Dalton a été blessé suite à un tacle un plaquage très très moche sur sa personne la semaine dernière. Clairement. Donc Ben DiNucci, voilà, vous allez découvrir un nouveau quarterback dimanche. Voilà, donc on va pas parler de son niveau parce que je pense que ni toi ni moi n'avons aucune idée de ce qu'il est en mesure de faire. Aucune. Par contre, après, le peu qu'on a vu la semaine dernière, c'était pas franchement flagrant. Pour un mec qui arrive en plein match. Oui, qui non, était mais pas voilà, censé, bon. voilà. À voir maintenant, il s'est entraîné avec l'équipe première Après, en tout cas en majorité. Effectivement, ce qu'on peut quand même dire, c'est qu'a priori, si les Eagles remportent ce match, ils commencent à se rapprocher d'un titre de division, même avec 3 victoires. Hein. Voilà, clairement. Je vais aller sur Philadelphie parce qu'à l'heure actuelle, Dallas, ça a l'air d'être tellement le bordel à tous les niveaux. C'est ça. Que j'ai du mal à parier contre Philadelphie sur celui-là. Hein. Je suis d'accord, les Eagles ne sont pas la panacée, mais les Cowboys, je trouve ça terrifiant comme tout s'est écroulé en 2 semaines. Autant ils avaient fait 2 semaines. En fait, ils avaient fait un début de saison pas très convaincant, mais il y avait toujours un peu en fait, bon, la comparaison va peut-être en choquer certains, mais pour moi c'est une équipe de Seattle qui rate les conclusions parce qu'il y a plein de points, mais t'arrives pas à contenir suffisamment ou à marquer plus que l'adversaire. Et là, en fait, maintenant, je n'ai plus aucun espoir pour eux, quoi. Enfin, c'est terrible. Oui, non, alors que bon, avec Dak Prescott et l'attaque qui avançait, tu pouvais toujours te dire, ils sont toujours casse-pieds à jouer. Là, laissez tomber. Donc ça, c'est le Monday Night Football le plus glamour de l'année. Et ah non, c'était le Sunday Night Football en l'occurrence. Et le Monday Night Football, c'est Buccaneers 5 victoires et 2 défaites chez les Giants à 1 victoire et 6 défaites mardi à 2h15 du matin. Tom Brady qui retrouve ses copains des Giants. Et voilà, c'est tout ce qu'on peut dire de ce match-là, a priori. Ouais, et en plus, il retrouve, mais au final, il n'y a absolument plus personne. Il retrouve les maillots, quoi. Voilà, il retrouve vraiment avec les maillots pour le coup. Écoute, quand on voit les 2 débuts de saison des 2 équipes, je vois pas très bien comment New York pourrait espérer l'emporter. Alors là, je vois vraiment aucun secteur à l'heure actuelle où New York est meilleur. Gronkowski aussi d'ailleurs retrouve les Giants. Hein. C'est vrai, le Gronk aussi. En tout cas, voilà, New York, vraiment, enfin, c'est rare, mais ça fait partie de ces matchs où une des équipes n'a aucun match-up favorable contre son adversaire. Enfin, Ouais, non, en tout cas, je ne les vois pas. Donc, force aux Giants. Ouais, courageux. Et on pronostique les Buccaneers. C'est ça. Voilà pour les pronostics de la semaine 8. Et au repos, pardon, il y a Arizona, Washington, Jacksonville et Houston. On passe tout de suite à vos questions. Les questions des auditeurs, elles sont là, je les ai, on est prêt. On commence avec Laurent T75. Hello, bonjour TDA. Comment se passe la gestion du playbook lors d'un transfert de joueurs, par exemple Dunlap aux Seahawks? Pas de souci, mais dans le cas d'un adversaire dangereux, est-ce qu'on change les noms des appels des jeux, blabla? Je crois qu'on l'avait déjà évoqué dans une des précédentes émissions. Quand un joueur change d'équipe et qu'il affronte son ancienne équipe, de toute façon, il n'y a pas de. Je crois pas qu'il y ait de changement majeur à faire.
bah il connaît des trucs, bah c'est pas grave. De toute façon, les playbooks sont tellement denses et t'as tellement de possibilités de call à appeler que non, personne ne change. Non, et puis en plus, au fur et à mesure du match, tu vois, quand machin il appelle un truc, bon bah c'est ce jeu-là, ok, bon bah tu essaies de t'adapter derrière et tout. Parce que je pense que voilà, il n'y a pas besoin de tout refaire en milieu de saison. Non. Question de Sid. Salut la team, comment envisagez-vous la suite de la saison des 49ers au vu du calendrier ultra costaud? Les playoffs sont-ils toujours atteignables pour vous? Et c'est là où, encore une fois, j'aurais dû préparer et sortir, mais je vais ça le faire va en une être demi-semaine. ça va être très compliqué de mémoire là dans les 4 prochaines semaines. T'as les Seahawks, t'as les Bills, t'as les Saints. Je les ai. Ouais, c'est Seahawks, Packers, Saints, Rams, Bills. Bon. Wow. Et derrière, tu as Football Team, Cowboys, Cardinals et tu refinis par les Seahawks. Donc là, t'as 1, 2, T'as 5 matchs 3, 4, 5 où il va falloir s'accrocher. Ouais. Bah, moi, sincèrement, hein, vu les absences, vu le calendrier, je le sens un peu mal pour eux. On verra à la fin de ces 5 semaines. S'ils sont à 3-2, ils passent, mais j'ai peur que ce soit plus compliqué. Donc, s'ils en gagnent 2, ils seront à 6, du coup 6. Et derrière, c'est possible. après, de toute façon, ça va être, pour le moment, ils sont 4e de leur division, hein, donc ça va être compliqué malgré leur bilan. Ouais, c'est ça. Après, je me rends pas compte de la situation des wildcards côté NFC. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ils sont 8e aujourd'hui, NFC. Oui, ils sont pas si loin. Donc, la NFC West qui pourrait envoyer ces 4 équipes, il n'y a pas de S, en playoff, ce serait rigolo. Mais ça va être compliqué parce que t'as quand même en NFC Sud avec les Saints et les Buccaneers. Il y a les Cardinals qui sont à 5-2 aujourd'hui, mais ce qui tiennent toute la saison. Et les Bears qui sont à 5-2 aussi, mais ils sont champions de division, donc de toute façon. Bah non, c'est voilà, les Packers qui le seront. Non, c'est les Packers. Ah oui, pardon. Ouais, c'est pour ça va être compliqué quand même. Il va pas falloir se rater. Je reprends les questions. Elles sont ici. Question de Doxinoc. Bonjour, le blog de Mayfield pour Landry m'a fait penser à cette question, sachant que les jeux de course dépendent beaucoup du nombre de gars disponibles, bloqueur versus plaqueur. Pourquoi est-ce que le quarterback ne participe jamais au schéma de bloc pour la course Happy confinement? Pour éviter de se flinguer, je pense. Bah oui, ça me paraît être le principal. Puis en plus, t'as quand même un joueur qui est pas habitué à tenir, repousser l'adversaire, donc je pense même que tu as des chances que ton quarterback fasse un vieux holding ou un vieux face mask en essayant de retenir le mec qui rentre dedans. Enfin, pour moi, c'est entre la blessure, la pénalité possible et le fait que faut que le quarterback aille vers l'avant. Enfin, ça me semble vraiment. Ça en vaut pas, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Ouais, quoi. Tant pis, ton mec fera un plaquage, il est fait pour ça. Bon bah voilà, il recule un peu, c'est pas grave. Question de Chabaloutre. Salut l'équipe du jeudi. Le rookie Isaiah Simmons a réalisé sa première interception de la saison le week-end dernier. Quel est l'impact des rookies défensifs draftés haut à l'intersaison? Il donne quelques exemples: Okuda, Young, Henderson, Winfield, Snead. Qu'est-ce que tu penses de cette draft de rookies défensifs, Raphaël? Alors attends, j'essaie de tous me les remettre en tête. Okuda chez les Dolphins, Young chez. Okuda c'est chez les Lions, non? Oui, non, je confonds avec un autre nom qui ressemble. Pardon. Young c'est chez les Football Team. J'ai l'impression quand même que les rookies défensifs, mais c'est comme souvent, hein, ont moins de poids que les rookies offensifs cette année. C'est assez commun. Peut-être que les défenses sont moins fortes aussi cette année. Oui, mais depuis le début de saison. Là en tête, Young a un peu d'impact, mais j'ai pas un rookie défensif en tête dont l'impact me semble vraiment décisif sur son équipe cette année. Je vois pas là comme ça. Bon, bah alors donc voilà, Chaba, la réponse à ta question. Et ils n'ont pas beaucoup d'impact. Darnold et Willy qui nous dit: hello la team, quelle est selon vous la meilleure division concernant les coachs? Ça c'est une bonne question, ça, parce que c'est vrai qu'on dit toujours la NFC, la NFC Est, c'est la pire en termes de blabla, mais en termes de coaching staff, alors je me les mets un peu sous les yeux en même temps. C'est vrai que alors l'AFC Nord, il y a des coachs qui sont encore un peu jeunes, mais t'as quand même Mike Tomlin et John Harbaugh. Ça, c'est quand même t'as deux gros vétérans et deux neufs, donc c'est un peu le niveau moyen est pas mal. Mais bon. La NFC West du coup, même si alors bon, t'as Pete Carroll et Kyle Shanahan quand même. Et Kyle Shanahan, t'as McVay approuvé aussi. Sean McVay. Ouais, moi j'irais vers la NFC West pour le moment. Ouais, je pense que la NFC West aujourd'hui est peut-être l'équipe avec le meilleur coach. Et alors la FC Est, c'est vraiment tiré par le bas, vers le bas par Adam Gaze, mais sinon t'as quand même Sean McDermott, Brian Flores qui fait plutôt du bon boulot de ce qu'on en voit depuis qu'il est là, et Bill Belichick qui est évidemment la référence. C'est vrai. Mais le problème c'est que le bas est tellement mauvais que là voilà. ça. Adam Gaze
Gaze est en négatif, cette division est dans le négatif, on est désolé pour eux, mais sinon, la FCS passe à un coach à peu près pas trop mauvais, d'être la division la mieux coachée, je trouve. Question de Tony Gonzalito. Hello, il fallait le dire avec l'intonation d'Alain, c'était marqué. Duel de New York, qui entre Darnold et Jones sera encore titulaire l'année prochaine? Jones, ça me paraît certain. Darnold, faut voir le nouveau coaching. Ouais. Voilà, ou ailleurs. Duel d'ex Steelers, qui d'autre Bell et Antonio Brown saura rebondir? Les Bell. Bell, parce qu'il est. Ah, remarque, ce serait rigolo que du coup les deux se retrouvent au Super Bowl. Et duel de la déprime texane, quelle sera l'équipe texane avec le pire bilan? Pas facile. Dallas, à mon avis, fonce sur le moins bon. Hein. Ouais, mais Houston, c'est quand même pas non plus. Oui, mais Houston, quoi. Je pense qu'ils vont pouvoir en choper un face aux Jaguars. Ouais. Oui, déjà. Bon, alors tu me diras, Dallas. Quoique Dallas, là, je les vois vraiment plus en gagner beaucoup, vu l'état. Non, mais c'est ça. Bon, écoute, on verra. Hein. Mais effectivement, la question se pose. Question d'Actarus. Hello la team, question novice. Ah bah merci, très bonne question, je suis content parce que c'est vrai qu'on le dit souvent, mais qu'est-ce qu'un pass rusher? Eh bien, Raphaël, je te laisse répondre. Alors, un pass rusher, du coup, en général, c'est un joueur défensif qui est souvent dans une défense en 4-3, qui est un defensive end, donc sur les côtés, ou en 3-4, qui est un outside linebacker, et dont la mission principale est de mettre la pression sur le quarterback adverse. Voilà. Donc son but c'est pas de défendre la course ou de défendre la passe, son but c'est vraiment d'aller embêter le quarterback. Il peut être amené à défendre la course en vrai, oui, c'est la course. Mais faits, le évidemment. but premier du pass rusher c'est vraiment d'aller embêter le quarterback adverse. Voilà, en sachant qu'après c'est très schématique pour le defensive end et l'outside linebacker, mais voilà, grosso modo. Non, mais voilà, et je suis content qu'il y ait des questions comme ça aussi, parce que c'est vrai que c'est des termes qu'on emploie souvent. Si vous ne les connaissez pas, n'hésitez pas à poser la question. Vrai. Le pass rush, de manière générale, c'est le fait d'aller embêter le quarterback adverse plutôt que défendre les jeux qu'il va envoyer. Question d'Alexandre 15. Salut l'équipe TDA, pensez-vous que Lamar Jackson a atteint son plafond de verre, c'est-à-dire tout déchirer en saison régulière et s'effondrer dès qu'il y a de la résistance en face? Alors, on en a parlé un peu des Ravens tout à l'heure, je sais pas s'il y a un plafond de verre, mais c'est vrai que l'effet visuel par rapport à l'an dernier où il était stratosphérique, cette année comme c'est un peu en dessous, on a l'impression qu'il est moins bon, mais est-ce qu'on peut parler de plafond de verre? Je suis pas sûr. Non, moi, je trouve ça un peu dur, recontextualisant, il en est à 2 années et demie en tant que titulaire. Et il y a eu une vraie progression par rapport au Et en plus, sur début, ces 2 années et demie, la toute première, il ne fait que quelques matchs à la fin. Donc, réellement, si on met bout à bout en termes de matchs, il est à peine à 2 saisons complètes. Il y a eu une progression entre la première saison totalement complète et celle d'avant. Là, effectivement, c'est moins bon, mais il n'y a pas de régression à mon sens. C'est moins bon parce qu'il n'est pas à un niveau stratosphérique à la course notamment, mais je trouve ça encore un peu prématuré de parler de plafond de verre pour un joueur qu'on est à peine 2 saisons complètes. Ouais. Quoi. Sinon, dans ce cas-là, bon. On verra. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est quand même pas mal. Je pense que beaucoup d'équipes aimeraient bien Lamar Jackson. Question le Schweppes. Salut la team. Question un peu perso. Est-ce que vous arrivez toujours à profiter de la NFL avec l'intensité de fans, ou est-ce que le rédacteur TDA prend le relais et enlève l'excitation du match? C'est une bonne question. Je suis content que tu la poses. Raphaël, toi qui fais beaucoup de résumés sur le site depuis longtemps, qu'est-ce que tu réponds à ça? Non, alors peut-être il y a moins d'excitation sur une équipe, mais du coup le côté neutre permet aussi de s'emballer. Enfin, par exemple là, le Seahawks Cardinals, j'ai pris énormément de plaisir en faisant le résumé à regarder ce match. Tu vois, il y a un moment, c'est aussi ce que les deux équipes proposent, j'ai envie de dire. Alors oui, il y a peut-être pas ce côté peut-être plus affectif quand tu supportes pas l'équipe en cas de victoire, mais en même temps c'est pas mal parce que tu l'as pas en cas de défaite, tu passes très vite à autre chose. Donc, dans la rédaction, tout le monde n'est pas comme ça. Voilà, tout le monde n'est pas comme ça, donc quand je vois certains collègues comment ils souffrent pendant leur résumé, je me dis que c'est pas si mal, hein. Franchement bon. Mais précisons tout de même que tu es officiellement agent libre, tu n'as plus d'équipe en NFL. Ouais, non mais je suis même retiré du marché, j'ai pris ma retraite, c'est bon. Tu as pris ta retraite, très bien. Ouais. Parce que, alors moi je suis assez d'accord sur le fait de regarder toutes les équipes d'un œil neutre, c'est cool. En revanche, il y a 31 équipes que je regarde d'un œil neutre, il y en a une que je peux pas regarder d'un œil neutre, et c'est vrai que quand les Chargers gagnent ou perdent, je suis pas au niveau de certains fans des Eagles pour ne pas les nommer, mais je suis pas content. Non mais moi j'ai arrêté trop d'émotions déjà avec le soccer, donc on va garder on ne peut pas tout faire. Non.
Question de Fidèle Gastro. Salut la team. Mike McCarthy a récemment déclaré qu'il suffisait aux Cowboys de gagner leur match de division pour aller en playoff. Maintenant qu'ils se sont fait battre par Washington, peut-on en déduire 1. Que McCarthy aurait mieux fait de se taire. 2. Que les Cowboys sont définitivement en course pour les playoffs. 3. Que la NFCS ne mérite pas d'envoyer qui que ce soit en playoff. Raphaël, 1, 2, 3 ou les 3. Pas loin. Écoute, oui, non, il aurait peut-être dû se taire avant de jouer ses matchs. Ils sont totalement morts, à mon avis, pour la tête de division. Moi, j'y crois absolument plus, là, vu les circonstances. Et après, c'est le jeu le football américain organise en système de division. On le sait très bien, tout le monde s'engage dans la saison en sachant que le gagnant d'une division ira en play-off. Bon, c'est comme ça. Voilà, ce n'est malheureusement pas au mérite. Sinon, effectivement, on peut pas vraiment considérer que la NFC Est mérite d'envoyer qui que ce soit. Mais voilà, ça, vous pourrez dire que vous aurez vécu une saison historique avec une équipe en 5-11-1 qui passe. Puis bon, on le répète à chaque fois, mais l'année où les Seahawks gagnent leur division à 7-9 et que derrière ils éliminent en wildcard les Saints sur une course énorme de Marshawn Lynch, qui regrette ce moment-là? Et personne. Et si on écoutait les gens, les Seahawks n'auraient pas dû y être, et pourtant ils nous ont offert une des prestations de playoff les plus mémorables de ces dernières années. Donc, franchement, les Eagles en wildcard avec un bilan négatif, ils sont capables d'aller taper une équipe comme ça sans que personne ne comprenne. Donc pourquoi pas, tu vois. Encore une fois, et on le dit souvent depuis le début de l'année, les Seahawks, pas du tout. Les Eagles en playoff, c'est pas forcément l'équipe que t'es content de prendre, vu le parcours qu'ils avaient fait l'année où ils sont champions. Donc attention, et effectivement, peut-être assistera-t-on à une performance historique si les Eagles se qualifient, encore une fois, en 5-11-1. Ouais, c'est ça, ça fait 16. C'est bon. Non, c'est moins même. Non, c'est moins. Je m'en fous. 5-10-1, incroyable. 5-10-1, ouais. Saleté de match nul. Voilà, c'est la fin ça sera la conclusion de ce podcast 373. Merci de nous avoir suivis. L'émission est disponible bien sûr sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Vous pouvez retrouver le site sur tdactu.com, @tdactu sur Twitter et sur Facebook, @touchdownactu en entier sur Instagram. On est également sur Twitter, nous-mêmes, physiquement, personnellement. En tout cas, Raphaël, c'est @raf_tda et @raoulvdg pour moi-même. Pardon, oui, je me suis gouré, non, c'est bon ? Non, c'est bon. Ok, très bien. Toute l'actu, je pensais que tu avais changé entre temps, ça m'aurait surpris. Toute l'actu, les chroniques, les résumés, le podcast, c'est sur le site de touchdownactu.com. Il y a un bon moyen de soutenir le site, c'est de venir sur Tipeee et de donner de manière régulière en contrepartie de. Alors, qu'est-ce qu'on a dit qu'il y avait aujourd'hui ? Il y a des magnets, il y a des dessous de verre. Est-ce que tu as spoilé la surprise de la semaine dernière ? Oui, je crois. Bon, on va pas le redire, mais il y a plein de bonnes choses, donc n'hésitez pas à nous y rejoindre et même sans les contreparties si vous voulez soutenir le site. Merci beaucoup Raphaël. Merci à toi. On se retrouve dès 18h avec Alain Mattei dans le fauteuil pour les matchs de la semaine 8 et on se retrouvera la semaine prochaine pour débriefer tous les matchs. Bisous. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fameux pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rocas Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma à la